L'enseignement du français pour l'intégration sociale des migrants adultes dans une société francophone. Tel est l'intitulé de ma communication. Alors, commençons par le commencement. Public, attentes et besoins. Beaucoup de migrants issus de nationalités différentes partent en France ou d'une manière générale dans un pays francophone sans avoir une base linguistique en langue française et ceci leur cause un problème d'intégration. Généralement, ceci frappe aux portes des centres sociaux ou socioculturels qui les accueillent sans discrimination et leur font bénéficier de formations linguistiques gratuites dans des ateliers dits les ateliers sociolinguistiques, sans exiger bien sûr une pièce d'identité française ni un titre de séjour. Et ces ateliers s'inscrivent dans une approche actionnelle et visent à travers les activités qu'ils proposent à ce que les primo-arrivants, les migrants, maîtrisent la langue française et aient des connaissances et des savoirs socioculturels de la France. Mais les cours de français qui y sont dispensés s'articulent autour de thématiques spécifiques. Ce n'est pas le cas, ce ne sont pas des cours de FLE, mais ce sont des cours qui s'articulent autour de thématiques spécifiques relevant de la vie quotidienne de la société d'accueil. Autrement dit, ces cours de français ne sont pas orientés uniquement vers des activités purement pédagogiques ou linguistiques, car les ASL s'inscrivent dans un grand projet pédagogique et social s'étalant sur une durée précise et renouvelable, et qui doit répondre le plus souvent à trois exigences importantes. Les attentes des militants sont généralement les habitants du quartier qui militent pour les valeurs, les besoins des adhérents, les primo-arrivants, c'est-à-dire les migrants, ils sont les premiers bénéficiaires, et la vision des financeurs. En effet, un centre social peut s'appeler centre social et culturel si l'on veut, mais cela n'aura aucune incidence si on ne passe pas par le circuit de la CAF, Caisse d'allocation familiale. Pardon. En théorie, pour s'appeler un centre social et culturel, il faudrait un agrément de la CAF. Et pour l'accorder, celle-ci exige la mise en place d'un projet tous les 4 ans. Il y a une durée précise. Chaque structure a son projet en fonction des spécificités du quartier, là où elle est implantée. Donc, il faut mettre en place des actions pour les jeunes parce qu'on veut éviter le désœuvrement. Par exemple, les jeunes parce qu'ils sont nombreux. Les jeunes qui frappent aux portes des centres sociaux sont nombreux pour éviter le désœuvrement, mais aussi mettre des choses qui leur permettent de développer leurs compétences, de trouver du travail, etc. La vision des financeurs n'étant pas la même. Eux, ils veulent surtout que le centre social fasse des choses. Par exemple, la CAF, quand on parle ici des financeurs, parce qu'il est l'un des principaux financeurs des centres sociaux. On veut que l'on fasse des choses pour qu'il y ait moins de délinquance. Donc on essaie de répondre aux besoins des militants et en même temps faire en sorte qu'il y ait moins de dérives et moins de délinquance. En dernier lieu, on a les adhérents. Ceux-ci, ils sont les premiers bénéficiaires, on vient de le dire. Ceux-ci savent ce qu'ils veulent et viennent pour des choses précises. Si le centre monte un projet qui intéresse les militants et les financeurs, mais qui ne répond pas aux besoins des adhérents, le centre ne reçoit quasiment personne. Et s'il s'avère que le projet intéresse les bénéficiaires et les militants, mais ne prennent pas en compte la vision des financeurs, il n'y aurait pas de financement. Il en va de même pour les militants, les habitants du quartier généralement, qui, s'ils se sentent négligés dans le projet monté par le centre de leur quartier, ils vont protester qu'il ne s'agit pas d'un centre social, mais au contraire d'une prestation de service. Autrement dit, l'État décide et le centre applique. Le triangle que vous voyez maintenant schématise cette relation de façon plus simple. Vous avez les militants, les adhérents, les financeurs et au milieu le centre social. Maintenant, comment élaborer un cours de FLI? Les critères à prendre en considération. Dispenser un cours de français à un tel public, les migrants, c'est-à-dire un cours de FLI, français langue d'intégration, à un tel public nécessite une réflexion approfondie qui doit être menée sur les situations, par exemple, auxquelles les apprenants puissent être confrontés fréquemment dans la société d'accueil. Par exemple, en France, suivre la scolarisation de ces enfants, notamment pour les mamans, prendre rendez-vous pour se faire soigner ou passer un entretien d'embauche, lire
et comprendre, lire et comprendre les annonces dans les différentes stations de transport en commun, remplir un chèque ou un formulaire, etc., etc. Et plusieurs facteurs doivent être pris en considération. Par exemple, le profil des apprenants, leur statut juridique et professionnel, situation familiale, scolarisation ou non dans le pays d'origine, niveau de langue en français, etc. Il faut prévoir aussi des activités socioculturelles lorsqu'on élabore un cours de FLI sur, par exemple, les codes sociaux, les fêtes nationales et les fêtes religieuses en France ou dans le pays francophone dont il est question, les clichés, etc. et d'autres activités qui favorisent l'émancipation, le développement d'autonomisation des apprenants et leur intégration dans une société francophone, d'où le nom FLI, signifiant français langue d'intégration, on vient de le dire bien sûr. C'est en fonction de tous ces critères qu'on élabore un dispositif de formation destiné à ce type de public. Un autre point important, les défis. Il s'agit des défis et obstacles fréquemment rencontrés dans les centres sociaux. Les formateurs de FLI sont obligés de prendre en considération les attentes des financeurs, mais parfois celles-ci vont à l'encontre de la politique d'accueil et de la vision des centres sociaux. En France, par exemple, le financement principal des centres sociaux faisait partie auparavant du ministère de la Cohésion sociale. Sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, on a changé de ministère, c'est passé sous le ministère de l'Intérieur. Donc, on n'est plus dans la même approche. Avant, on avait un ministère dont l'objectif est de s'assurer qu'il y ait un maximum de cohésion dans la population française. Et maintenant, on est sur un ministère qui est plutôt sur la gestion de l'ordre. Et l'idée des ASL devient presque un outil de contrôle. On se dit donc, on veut bien que les gens s'intègrent, mais qu'ils soient des gens primo-arrivants en situation régulière. On ne va pas dépenser de l'argent pour des gens qui ne sont pas censés être en France. Parce que les moyens sont de plus en plus limités, surtout ce qui se passe maintenant en Europe. Les centres sociaux ne sont pas du tout d'accord avec cette décision et depuis plusieurs années se battent contre ces orientations. Un deuxième défi qui peut survenir dans ce type d'enseignement de la langue française est la gestion des divergences manifestées tant sur le plan socioculturel que sur le plan institutionnel. Car il s'agit d'apprenants issus de pays largement distincts, africains, asiatiques, voire européens, et qui ont des cultures et des niveaux d'apprentissage différents. Il s'agit d'un public généralement très hétérogène, dont la situation la plupart du temps est irrégulière, des personnes qui sont venues en France pour améliorer leur niveau de vie, pour travailler, avoir la naturalisation, en gros, vivre dignement. Donc leur premier problème est les papiers, puis le travail et l'hébergement. Et comme ils ne parlent pas forcément dans la langue officielle du pays d'accueil et qu'ils ont interrompu leurs études dans des stades précoces, ils trouvent des difficultés à s'intégrer dans la société, des difficultés à faire leurs démarches administratives avec la préfecture, premièrement, et puis avec les autres services, la CAF, les centres de santé, pour parler de leur état de santé et d'autres difficultés qui relèvent du quotidien. De plus, les programmes et les référentiels destinés à l'enseignement du FLI, contrairement à l'enseignement du FLE, ils sont très rares et les enseignants sont le plus souvent des jeunes exerçant des métiers n'ayant aucun rapport avec l'enseignement, c'est-à-dire en dehors du centre, ils exercent d'autres métiers qui n'ont pas un rapport avec l'enseignement ou l'éducation, ou bien des retraités n'ayant aucune expérience pédagogique et qui viennent faire du bénévolat, peut-être pour être utiles et ne pas rester sans rien faire. Il faut donc les former et les doter des moyens pédagogiques nécessaires. Pour aider ces animateurs d'ASL à enseigner des migrants, la mairie de Paris a élaboré un portfolio et lui a attribué le nom de Mon livret d'apprentissage. Mon livret d'apprentissage du français. Donc c'est ça le livret. On l'a expérimenté auprès de plusieurs structures. L'objectif est d'aider l'apprenant à acquérir plus d'autonomie dans l'apprentissage, à mieux cerner ses besoins, à mieux définir son parcours et à évaluer sa progression. Ce livret est conçu sur le modèle des portfolios européens, avec pour référence le cadre européen commun de référence pour les langues, CECRL, et les différentes compétences qu'il valorise. Il permet à l'apprenant de
Un, devenir davantage acteur de sa formation. Deux, de réfléchir sur sa biographie et compétences langagières. 3. Noter les étapes de son apprentissage des différentes disciplines et notamment celle de la langue française. Et quatrièmement, noter les différentes étapes de sa vie professionnelle. De nouvelles perspectives voient le jour. Aujourd'hui, les centres sociaux ont tendance à s'orienter vers de nouvelles perspectives, d'adopter de nouvelles méthodes d'analyse des besoins des habitants de leur secteur, d'user de nouveaux dispositifs de formation tels que le portfolio mot livret d'apprentissage du français, on vient d'en parler, d'utiliser de nouvelles technologies numériques et de mettre en place des projets sociaux plus pragmatiques. Lors d'une rencontre qui s'est tenue le 13 mars 2018 au Centre social 13 pour tous, situé à Paris, j'ai assisté à un forum de partage d'expériences qui a réuni directrices et directeurs, coordinatrices et coordinateurs des centres sociaux, ainsi que les représentants de la Fédération des centres sociaux de Paris et d'autres venant des quatre coins de la France. Les thèmes étant ateliers collaboratifs et intégrer le numérique. On y avait révélé une nouvelle expérience qui consiste en l'installation d'une borne à l'accueil d'un centre social accessible à tout le monde et qui permettait de faire des démarches administratives plus efficaces, construire son CV par exemple, mettre à jour sa carte vitale, consulter son compte CAF sur la CAF, sur caf.fr, pour l'emploi, etc. et imprimer sur place les documents dont on avait besoin. Par ailleurs, dans le cadre du renouvellement de son projet social, le Centre 13 pour tous a travaillé en collaboration avec l'Alliance citoyenne de Grenoble, qui elle aussi était présente dans la réunion, et a mis en place une nouvelle méthode d'analyse des besoins et préoccupations des habitants de son quartier. Ils se sont appuyés sur les méthodes issues du community organizing, qui s'appuient davantage sur des entretiens en porte-à-porte et des pieds des immeubles. Donc, on se base de moins en moins sur les questionnaires traditionnels et les statistiques. L'une des personnes présentes témoigne: avant on partait sur quels sont vos besoins, quelles sont vos envies. Cette question-là, on la pose depuis des années. Finalement, ce n'est peut-être pas la bonne. Les leaders de cette nouvelle méthode d'analyse nous ont assuré que l'expérience a donné ses fruits et que les résultats étaient très satisfaisants. Conclusion. Pour dispenser un cours de FLI, donc, on ne peut pas se borner au contenu des méthodes et manuels de FLE existants dans les centres sociaux. Taxi, rendez-vous en France, alter ego, etc., on les connaît. Mais une analyse sérieuse des besoins et des attentes des migrants concernés doit être mise en place et un travail collaboratif persévérant et sérieux doit avoir lieu entre les formateurs et des intervenants extérieurs de secteurs variés. Par exemple, logement, éducation, santé, etc. Cela permettra aux formateurs de collecter des documents authentiques, très utiles, réalistes, et d'élaborer un référentiel de formation adéquat et efficace. Mais, il y a toujours le mais, compte tenu de toutes les infos qu'on vient d'exposer, on peut récapituler et dire que le défi de tout centre social est de trouver l'équilibre entre un ensemble d'exigences. Ça veut dire rester une association avec un conseil d'administration, et c'est lui qui décide, mais en même temps, il faut écouter ses financeurs, dans la mesure du possible, bien sûr, pour être financé, impliquer les militants dans les actions, les actions du centre de leur quartier et répondre aux besoins de ses adhérents. Répondre à tous ces facteurs est certainement un grand enjeu. Il y a beaucoup de structures qui ont disparu car elles ne pouvaient pas garder l'équilibre. Les centres sociaux se battent pour se faire entendre aux autres, pour trouver des alliés qui puissent appuyer les revendications légitimes et au pouvoir décisionnel. Pour le faire repenser, l'importance de l'apprentissage de la langue française par les migrants et le mettre dans ses priorités. Parce que si l'État ne finance pas les ASL, s'obstine à réduire leur place et continue à maintenir la pression sur le préfet pour qu'il fasse de l'apprentissage des ASL, des outils de contrôle des migrants, les centres sociaux risquent de perdre une bonne partie de leur public. Et en même temps, beaucoup de postes disparaîtront. Ce qui est plus dangereux, c'est que des fléaux sociaux peuvent dégénérer dans la société, notamment dans les quartiers populaires. Merci pour votre attention.